Pour répondre à la demande, on a donc décidé de faire des groupes pour ne pas perdre pas trop de temps et en même temps aller voir les gens, donc cinq groupes. Les groupes donc, ont été interrogés sur deux grandes séquences de 2 heures chacune. Une première sur la perception du métier actuellement. Être éleveur calédonien dans cette région-là, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi les uns et les autres sont plus fiers? Qu'est-ce qui a changé? Et puis les défis pour demain et la façon de les relever. Ça, c'était la première séquence. Et la deuxième, souvent après le repas, ça a été de tester la douzaine de thèmes techniques que la charte avait mis en avant ces dernières années. Donc ensuite de voir si les thèmes qui ont été portés sont effectivement plus ou moins appropriés ou au moins déjà connus. Et surtout, est-ce que pour demain, c'est les mêmes qui sont intéressants? Et puis, Yannick avait posé une question sur, que vous avez redébattu à l'instant sur l'obligation ou pas de rendre, l'idée de rendre ou pas obligatoire l'IPG. Donc je l'ai testé une fois ou deux. Est-ce que le thème de charte, la charte en tant que telle est connue? Autour de la lutte agronomique pour la TIC, est-ce que les gens comprennent? Voilà, ça c'était les questions principales. Donc je vous disais un travail par groupe où j'ai essayé d'écouter ce que dit chaque individu aussi, en même temps que ce que le groupe sort. Donc c'était plutôt le groupe, ce qui fait que des fois c'est un peu caricatural parce que vous savez bien quand c'est un groupe qui s'exprime, les uns se renforcent les autres. Mais j'ai essayé aussi parfois d'essayer de capter ce que les individus disaient en travaillant beaucoup avec des photos sur des situations, des photos que Roger avait prises, et puis avec des petits outils comme ça pour que les gens puissent s'exprimer individuellement. Les résultats. On a eu 37 éleveurs autour de ces 5 réunions, donc ça avait commencé la semaine dernière et ça s'est terminé lundi. Vous avez en rouge le taux de présence par rapport aux personnes qui étaient sollicitées, donc avec des petites variations. Et le moins 1 point bout. Et on a eu du monde à Wailou, ce qui semblait, à l'avis des experts locaux, pas si évident. 4 Mélanésiens et 2 Européens. Et un Mélanésien aussi à point bout. 5 réunions qui étaient franchement intéressantes, où les gens étaient vraiment très très présents. C'était à la fois détendu, très sympathique et en même temps très sérieux. Les gens étaient satisfaits. Voilà un peu si on prend les 34 exploitations, voilà un peu le profil. Vous l'aurez, je ne vais pas le redétailler parce que ça prend un petit peu de temps, qu'on n'en a pas beaucoup. Peut-être juste dire, donc il y avait un jeune à peu près un jeune installé ou presque installé dans chacune des réunions. Il y avait plutôt des gens à temps plein sur Koumak, plutôt des gens à temps partiel sur Bourail, et des plus petites exploitations peut-être aussi sur Bourail, plutôt des locataires sur Wailou, dont des Mélanésiens qui sont locataires individuels et pas via des GDPL, mais avec des contrats de location. Voilà, et puis toujours des retraités. Et comme l'a fait remarquer, qui était à la place de Frédéric Nicolas Pébaille tout à l'heure, s'ils sont retraités, c'est qu'ils étaient retraités d'une autre activité. Et donc ils sont maintenant à 100% pour l'élevage après avoir été pluriactifs. Et des pluriactifs, on en a pas mal. Mais pas tant que ça, mais un petit peu partout aussi. Une diversité, pas la représentativité statistique. L'idée, c'est de couvrir la diversité, mais on n'est pas représentatif. L'idée, c'était plutôt d'écouter, d'aller à la rencontre et d'écouter ceux qu'on en. Et donc, à partir de ces questions, j'ai essayé de faire une première synthèse, donc très à chaud et un peu caricaturale. Il y a des choses qui recoupent, je pense, ce que vous connaissez. Le point commun, le premier qui saute aux yeux quand on écoute les éleveurs, c'est de dire que l'élevage, c'est un métier de passion. C'est une passion pour les animaux, que ce soit les vaches toujours et les chevaux aussi la plupart du temps, mais aussi autour d'une vie au grand air, d'une certaine liberté, d'un mode de vie. Voilà. Un éleveur mélanésien d'ailleurs, disant voilà, moi ce que j'aime c'est le contact avec mes animaux, d'être dans la nature, même si je ne gagne pas beaucoup d'argent et que je dois faire du maraîchage pour nourrir mes enfants et payer les factures, en fait, c'est une passion et je ne peux pas me passer, si je reste plus de 3 jours ailleurs que chez moi, ça ne va pas. Dès qu'ils ont dit ça, souvent les éleveurs ils rajoutent ah ouais, mais c'est aussi un métier difficile.
C'est beaucoup de travail, c'est même de la négation, il faut du courage, il faut de la volonté, et ça tout le monde l'a dit. Et par rapport à avant, c'est un métier qu'on fait de plus en plus seul, on est moins aidé par la famille, on nous donne moins la main, il n'y a pas grand monde qui a envie de venir ramasser le bétail avec nous, et même il y a certains qui disent voilà, ça n'intéresse plus personne de donner la main, on est tout seul. C'est pas tous, hein, c'est juste quelques personnes, mais ça a été dit quand même plusieurs fois. Et pour certains, surtout là, pour l'un qui est pluriactif, comme c'est quand même un métier exigeant et au quotidien, le fait d'être éleveur nécessite de passer du temps et parfois c'est des concessions sur le temps familial qui n'est pas sans conséquence. Néanmoins, ils disent tous que c'est un métier qui s'est transformé avec des plus, avec des moins. Alors les plus, c'est qu'il y a plus de spécialisation, ils le vivent comme ça. Un métier qui est plus technique. En particulier, voilà, il faut manipuler de la génétique, des semences aussi végétales. Il y a plus de matériel, donc c'est plus facile, et en même temps ça coûte plus cher. Des chiens fourrageurs, des enfants pieux. Il y a globalement plus de professionnalisme, c'est comme ça qu'ils se vivent. Et en même temps, du professionnalisme, mais une exigence de professionnalisme. Parce que les éleveurs qui en vivent, disant ok, on est éleveur, mais on veut aussi retirer un revenu. Et donc ça augmente la pression qu'on se met et la nécessité d'être le meilleur possible. Ce qui est nouveau aussi, c'est qu'il y a plus d'administratifs ou de l'administratif avec des outils informatiques. Et sinon, côté moins sympathique, du stress. Apparition du stress dans le métier de l'éleveur, autour des papiers, mais aussi du temps pour faire les choses. Il y a un éleveur qui disait, moi, j'aimerais bien continuer à être à cheval, mais je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Je vais prendre mon quad, parce qu'on en parlait ce matin, le temps que je selle mon cheval, j'ai pas le temps. Voilà. Donc lui, c'était un pluriactif aussi. Voilà. Aussi cette notion de stress. Alors il y a aussi des moins, mais qui disent un peu la même chose. Moins de surface par exploitation, donc spécialisation, donc professionnalisme. Moins de race européenne, et ils disent que la TIC a complètement modifié le métier avec l'introduction des bos indicus. La main-d'œuvre familiale, j'en ai parlé. Ça veut dire parfois plus d'employés et en même temps la difficulté de trouver des employés qualifiés, en particulier dans le Grand Sud. Moins d'installations de jeunes et de fait moins de temps. Je me suis essayée, mais ça vaut ce que ça vaut, à une petite typo, parce que je sentais qu'il y avait comme une sorte de tension entre tradition et modernité chez certains. La plupart, ça a l'air très, très paisible, assez serein, le fait d'être à la fois sur un modèle traditionnel, continuer à utiliser ses chevaux, à être dehors et à valoriser ce métier au grand air. Et ça ne pose pas de souci d'intégrer l'informatique, la gestion de la génétique, la lutte contre les tics, c'est pas un souci. Il y en a quelques-uns quand même pour lesquels c'est un peu moins simple. Et donc pour certains, il y a peut-être un petit quelque chose qui est donc plus subi, avec plus d'inconfort. Des éleveurs en particulier, à temps partiel, qui disent on peut plus utiliser nos chevaux, on y a renoncé. Maintenant, c'est la course à l'argent. Bref, le métier, on ne le ressent plus, c'est un peu compliqué. Voir un troisième groupe, un peu en décalage, mais c'est juste un individu, donc c'est peut-être un épiphénomène. Quelqu'un qui dit, non, moi je ne suis pas éleveur, je suis vraiment autre chose. Être éleveur, c'est juste être stockman et d'avoir ces animaux derrière le barbelé. Maintenant, moi je suis agriculteur, je cultive l'herbe, j'observe, j'ai une démarche scientifique, je suis aussi un peu vétérinaire. Voilà. En tous les cas, l'essentiel des éleveurs avait l'air quand même d'avoir fait évoluer leur identité professionnelle sans que ce soit sans heurts. Deux autres questions qui reviennent. La question initiale de la rentabilité, qui est essentielle pour certains. Et puis aussi, de temps en temps, mais en fait, qui est éleveur ? Qu'est-ce qui définit le fait d'être éleveur ? Est-ce qu'il suffit d'avoir une carte ? Voilà. Il n'y a pas que le chapeau, peut-être. Voilà. Alors, être éleveur, c'est aussi tout simplement avoir un travail, avoir un emploi qui est souvent, et de fait évidemment local, mais très souvent transmissible. C'est souvent là-dessus que les éleveurs insistent. Un métier durable parce qu'on peut le transmettre à ses enfants, voire à ses petits-enfants, et en même temps, ce qui fait de soi un acteur économique vraiment à part entière sur le territoire. C'est
des emplois qui permettent d'éviter du chômage, c'est participer à l'économie de l'île. Et globalement, ça se fait aujourd'hui dans un contexte beaucoup plus favorable du fait que la viande, on a beaucoup moins, même plus du tout disent-ils, de difficulté à l'écouler, que les prix, pour un d'entre eux, les prix de la viande ont été un petit peu remodelés, que la prime à la vache allaitante a incité les gens à faire du naissage et qu'ils se sentent mieux représentés au niveau professionnel. Donc, beaucoup de facteurs positifs d'insertion au niveau social. Et là encore, une contrepartie. C'est-à-dire une fois qu'ils ont dit ça, ils ont également dit qu'ils ressentent un fort mal-être parce que ils se sentent en décalage par rapport à la société, en particulier par rapport au grand numéa. Le fait que les consommateurs soient vus un peu comme des bobos qui ont des attentes en termes de bientraitance, d'écologie et même des argumentaires végans, ça les bouscule, c'est même parfois vécu comme extrêmement violent. Ils ont le sentiment tout simplement de ne pas être reconnus par les consommateurs, ou ils ne l'ont pas dit quand ils l'étaient reconnus. Il y a juste ceux qui s'expriment négativement qui ont dit donc quelque chose. Comme quoi la viande, on ne leur dit pas que la viande du pays est bonne. Alors l'enquête dont tu faisais ne l'air pas faisiez effet a certainement sa validité. Les éleveurs, eux, au moins ceux qu'on a vus, les 37 qu'on a vus, pas au plafond en disant les consommateurs aiment notre viande. Soit ils ne le savent pas, soit ils sont avec une idée un peu négative. Pour certains d'entre eux, hein, c'est vraiment pas tous. Là, ils sont par contre très, très nombreux à avoir le sentiment que leur activité est fortement concurrencée, que la mine, le loisir passent devant, en particulier du fait des prix des terrains de façon quasiment automatique. Ils ne peuvent pas concurrencer ni la mine, ni quelqu'un qui a les moyens d'acheter très cher une propriété. Il y a l'un d'entre eux qui a même dit qu'ils ont le sentiment, c'est des éleveurs sur l'extrême sud, sur le grand bassin de Nouméa, le sentiment d'être lâchés par les politiques et les forces de l'ordre. Donc je vous ai remis le verbatim, hein, on a l'impression d'être un garde-manger et que les forces de l'ordre ne font rien. Ça va même un cran plus loin, parce que c'est la même personne qui dit on passait déjà pour des vilains colons, mais maintenant aussi pour des bourreaux. Hein. On a eu des plaintes pour des bobos écolos, alors que cette personne disait aussi, mais nous, au fait, on est aussi des écologistes. Voilà, on a intérêt à ce que les animaux soient bien, et on pourrait faire savoir qu'on arrive en France. Voilà. Je reviendrai sur les deux autres points parce qu'ils sont présents ailleurs. Néanmoins, malgré le fait d'être chahuté, un peu malmenés ou avoir l'idée qu'ils sont malmenés par les citadins, il y a de la fierté. La fierté a contribué à nourrir les habitants du territoire. Hein. C'est une fierté que de fournir de la viande, de pouvoir, pour un éleveur mélanésien, c'est de pouvoir donner des animaux pour la coutume. Quand on les lui pique pas, il préfère largement. Et puis en rigolant, il y en a un qui aime dire, voilà, c'est ce qu'on disait Cindy, c'est nourrir ses concitoyens. Et sinon, pour la question foncière qui reste vraiment centrale dans la façon dont les gens parlent il y a à la fois une très grande fierté de mettre en valeur des terrains, de les avoir défrichés, de les améliorer pour les générations qui suivent, et en parallèle de l'incompréhension du fait qu'il reste des terres qui soient non valorisées. C'était vraiment un leitmotiv que de dire mais comment on peut mettre en valeur les terres de la côte est, comment on peut mettre en valeur les domaines qui ne sont pas utilisés, ça revenait tout. Une satisfaction de voir les frais de transmission, une transmission facile de père en fils. En même temps, ils disent que ça prend quand même du temps et qu'ils déplorent le fait que maintenant on puisse installer des jeunes que dans le cadre de succession. Ça leur paraît quasiment impossible d'installer quelqu'un s'il n'est pas en succession, sinon ça coûte beaucoup trop cher. L'existence des beaux ruraux, c'est vu comme quelque chose de positif pour ceux
quasiment tout le monde en parle un peu. Mais en même temps, ça ne résout pas toutes les questions parce qu'il faut un accord préalable et c'est cet accord-là qui n'est pas si facile que ça à obtenir. Et pour certains, il est même, ils se demandent la fiabilité que peut avoir un papier si jamais les tribus veulent reprendre des terres. L'autre point qui m'a un peu sauté aux yeux, c'est le désir très très fort pour quasiment tous, de vraiment de progresser. Il y a une fierté à améliorer son cheptel, à améliorer le patrimoine, à faire en sorte que voilà, on produise, on crée, on aménage. Enfin, il y a vraiment une idée, une mentalité de pionnier et de créateur derrière. Sauf pour 2 éleveurs dans la région de Vourail qui, eux, sont venus à La Réunion, mais avec un projet d'arrêter la production. Des gens sur des structures moyennes en termes d'élevage, mais des pluriactifs qui visiblement s'étaient épuisés. Et le corollaire, c'est que s'ils ont beaucoup envie de progresser, ils ont de très très fortes attentes. C'est pas laissez-nous en paix, c'est on a besoin qu'on vienne nous accompagner. On a des fortes attentes. Je vais vous en parler tout après. Et sur l'accompagnement dont ils bénéficient aujourd'hui, l'accompagnement au sens large, il y a des deux, il y a de la satisfaction et de l'insatisfaction. En satisfaction, c'est le fait pour certains, que les techniciens leur donnent les solutions qu'ils attendent, que l'IPG, c'est un truc très chouette, qu'en plus, ils ont été aidés financièrement pour le faire et que c'est un véritable outil, ils ne reviendraient pas en arrière, qu'ils reconnaissent pour certains avoir beaucoup d'aide, qu'être incité à produire des veaux, c'est chouette. On a aussi tout l'inverse, enfin, une partie de l'inverse, c'est-à-dire des gens qui disent mais on vient jamais nous voir, quoi. On ne sait pas où aller chercher l'info. Quand il y a des conseillers qui viennent chez nous, ils viennent, mais après, on n'a pas de retour, donc c'est un peu démotivant. Et puis, pas mal de gens disant ah ouais, c'est chouette, oui, il y a des aides, mais en fait, c'est les vendeurs de matériel, les vendeurs de semences qui, en fait, utilisent cet argent-là. Pour nous, en fin de compte, ça les enrichit eux, mais pas nous. Et puis, très souvent, des gens qui disent plutôt sur l'Est et le Nord, mais en fait, on n'est pas très bien informé des aides, on ne voit pas très très clairement. Et puis, sur le Sud, des retours plutôt en disant, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de conseils individuels et en termes de qualité, on n'est pas tout le temps en phase. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'était sur les défis techniques. Ce qui ressort, c'est qu'il y a un certain nombre de points. Le principal, c'est les conséquences de la raréfaction de la ressource. Les gens disant, beaucoup parlent de sécheresse, en disant qu'elle est régulière, parfois certains disent que c'est tous les 2-3 ans. C'est surtout le fait que les pluies soient aléatoires, qu'il n'y ait plus de repères, et qu'il y a nécessité vraiment pour eux de se dire c'est pas des phénomènes qui arrivent tous les 5 ou 10 ans, c'est régulier et fréquent, donc il faut qu'on s'adapte, qu'on ait des stratégies pour ne pas être malmené, pour que notre bétail continue à vivre et qu'on puisse en produire dans ces conditions-là, même si c'est avec beaucoup de points d'interrogation. Les défis techniques, c'est également continuer la lutte contre les mauvaises herbes et en particulier les espèces invasives qui de fait rognent encore. Et ce que Guy disait ce matin, c'est peut-être même encore renforcé par le fait qu'il y ait des sécheresses qui renforcent ces pionnières-là qui prennent encore plus de place. Il y a de l'invasion par les espèces sauvages, les cerfs en particulier et les dingos qui sont ensauvagés. Les cerfs, c'est soit les cerfs directement, pour certains c'est pas un problème les cerfs, mais c'est parfois lié au braconnage ou les cerfs qui emmènent des tiques, enfin voilà, il y a encore des problèmes comme ça, voire de chiens qui viennent semer le trouble dans les propriétés. La question des tiques, elle est tout le temps énoncée comme très rapidement, et dès qu'on creuse, on s'aperçoit que pour beaucoup de gens, c'est derrière. La gestion de la tique, le fait d'avoir changé de race, d'être allé sur des races
brahmanisés ou autres, ça permet de vraiment de plus suivre la tique. Il y a encore pas mal de questions sur l'efficacité de la lutte agronomique. Les gens, pour certains, sont un peu sceptiques. Et puis c'est compliqué, ça reste compliqué. Être sûr que tu n'as pas des cerfs ou les animaux du voisin qui, parce qu'il y a de l'herbe, viennent franchir les clôtures. Donc c'est bien qu'il y ait la lutte zootechnique, ça aide. Il n'y a pas beaucoup d'attentes sur le vaccin, enfin, j'ai pas entendu, bref. Et puis sinon, les feux qui sont un gros souci. Pour les gens qui sont concernés, aussi un gros défi autour des conséquences de l'exploitation minière. Le fait d'avoir non seulement pas beaucoup d'eau, mais en plus de l'eau qui disparaît, tous les produits de la mine, quand ils s'écoulent, sur le produit de l'érosion, voire des rivières qui changent complètement leur cours, qui permettaient d'irriguer des parcelles et qui maintenant est partie à perpète, ça les inquiète. Et également des questions autour de la toxicité, ça c'est un éleveur. Pour revenir sur la question du manque d'eau, ça fait partie de la Calédonie le fait qu'il y ait une saison sèche. Là, les éleveurs le disent, et en particulier un éleveur ancien de Koumak qui a appris même visiblement à certains des gens qui étaient présents là, en disant oui, bon, mais on a aussi des ressources locales en termes en fait d'arbres et d'essences particulières qui peuvent, dans le bétail, pendant les périodes sèches, les bois noirs et tout autres, les faux mimosas, enfin, s'ils ne sont pas mangés par les psys, c'est ça. Mais en tous les cas, il y a des essences qui peuvent, et une de grosses questions, mais on verra tout à l'heure, c'est d'avoir des références pour leur permettre d'utiliser ces ressources-là, voire de les replanter. Et donc, si la question de l'eau, elle est liée à la pousse de l'herbe, ça c'est pour tout le monde, elle est également pour certains importante parce que pour l'abreuvement des animaux, c'est pas si évident de pouvoir trouver de la ressource suffisante à certaines périodes. Là, j'ai fait travailler les différents groupes sur non seulement les défis individuels, mais les défis que le groupe présent voyait comme les plus importants. Et vous voyez peut-être que la question de la sécheresse, de la pousse de l'herbe, ça revient dans tous les petits groupes. À chaque fois, les gens en ont parlé de façon très différente. Des fois, c'est donc trouver des solutions anticipées, et puis même pour un éleveur à point de goutte, comment est-ce qu'on pourrait faire de l'herbe dans la chaîne, produire des fourrages, et puis faire venir la pluie, bon ça c'est autre chose. Des attentes aussi pour que ce soit la société, et en particulier les instances territoriales ou provinciales qui trouvent des solutions. Sinon, voilà, avoir la connaissance technique. À Wailou, les gens disaient mais nous on ne sait pas vraiment faire, on sait pas faire du front, et puis on n'a pas de matériel, donc ça nous intéresse. On a très très envie d'apprendre et on aimerait savoir comment on peut s'organiser. Et sur Païta, les questions c'était plutôt le choix d'espèces végétales. Et puis on en reparlera tout à l'heure autour des questions de compensation des carences du sol, et puis éviter aussi les mauvaises herbes et certainement les invasives. Ça, c'était les défis communs les défis communs. Et je leur ai posé la question de comment mettre en place, de quoi ils avaient besoin pour répondre à ces défis. Et donc, les gens ont dit qu'ils avaient besoin de 3 grandes familles d'appui, des connaissances, des actions et de l'organisation collective. En termes de connaissances, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est en fait peut-être réutiliser ce qu'est en train de faire l'IAC, les connaissances antérieures, et les remettre au goût du jour sur quelles sont les espèces arbustives, herbacées et arborées qui peuvent nous aider et permettre de passer des cas de sécheresse compliqués. Pour les actions, les éleveurs, beaucoup m'ont paru très responsables en disant mais nous, ok c'est un défi, mais on va les surmonter, mais on a juste besoin que vous nous accompagniez pour le faire. Et peut-être pour certains d'entre nous, on a besoin encore d'être un peu aidés. Il y a encore certains d'entre nous qui ne pensent pas stock de sécurité, donc guidez-nous pour le faire, mais la volonté elle y est. Comme c'est un champ nouveau,
d'un point de vue méthodologique, on est un peu perdu. Quelle est la meilleure option? Est-ce qu'il faut diminuer le nombre d'animaux? Est-ce qu'il faut changer le type d'animaux? Est-ce qu'il faut cultiver des fourrages, améliorer, optimiser la production d'herbes? Tout ça, c'est des options qui sont possibles. Comment on choisit laquelle, voire lesquelles? Aidez-nous à peser le pour et le contre de ces différents scénarios possibles. Ça, c'est des fois un groupe de questions, des fois des questions plus simples sur comment produire du foin, comment choisir des bonnes espèces végétales adaptées à maintenir ou à résoudre de climatiques. Les éleveurs disant on a un territoire qui est quand même très grand et très diversifié, tout le monde ne peut pas faire tout pareil, il n'y a pas un message pour tout le monde, il faut différencier et avoir des bonnes références aux bons endroits. Donc faire appel, dans certains cas, au conseil d'un nutritionniste qui expliquerait pourquoi un endroit, enfin pourquoi voilà, les bêtes n'ont pas pris ou ont avorté, avoir du matériel commun, et puis en termes d'organisation, des grosses questions unanimes autour de fiabiliser la qualité de la foin subventionnée. Il y a eu une sorte de tollé, les gens ont dit mais c'est ahurissant, on a mis de l'argent public pour subventionner de l'achat de foin, et ce qu'on nous a vendu comme foin, c'était des épineux, enfin, c'était insupportable. Et c'est pas logique que l'argent public serve à ça. Donc leur idée, pour beaucoup d'entre eux, c'est est-ce qu'on ne peut pas pénaliser ceux qui vendent du foin trop mauvais, voire faire des contrats. Enfin, en tous les cas, envie que ça s'améliore. Envie que ça s'améliore. Avoir des opérations de conservation de l'eau avec des retenues collinaires ou autres. Même des idées un peu extrêmes, du genre il faudrait obliger les propriétaires soit de faire des aménagements, soit d'aller, s'ils ont des surfaces qui s'y prêtent, d'aller qu'on puisse récolter de l'herbe chez eux, utiliser les barrages anti-sel, enfin voilà, être subventionné pour l'achat de semences au pâturage, et puis avoir des entreprises un peu multiservices qui implantent les prairies, qui fassent des clôtures, qui s'occupent des animaux, voilà une petite idée. Moi, ce qui m'a semblé, c'est que donc il y a des demandes de réponses de différentes natures, mais il y a aussi différents types de demandes. Il me semble qu'il y a des gens qui avaient plutôt envie d'être portés, c'est-à-dire, c'est pas les plus nombreux, mais des gens qui ont envie que la province, vous faites des retenues collinaires, je veux de l'eau. Bon. Des gens qui ont plus envie d'être soutenus, voilà, dans la démarche de responsabilisation, et d'autres qui sont encore un peu plus loin et qui ont juste besoin d'être épaulés, mais tous ont des besoins et souvent pas simplement ponctuels, mais souvent de réflexion assez générale. Donc la deuxième partie de ces entretiens, c'était le test de la 12aine de points techniques. Alors j'ai fait un petit test ce matin, mais on va peut-être pas avoir le temps de le faire. Quels sont les thèmes les plus connus par les éleveurs? C'est l'IPG et les cornages. Quasiment tous les éleveurs rencontrés. Alors, sauf quelques-uns, parce que, voilà, dans quelques exceptions, hein, c'était pas connu, mais globalement, c'est des thèmes qui sont très bien connus par tous. Des thèmes qui sont bien connus d'une grande partie, mais pas de la totalité, c'est la note d'état corporel, le pointage en vif, le message info par vache et par an, la réforme des vaches improductives, les critères pour choisir des taureaux, la lutte agronomique, l'implantation de prairies et stocks fourragers. Ça, c'est des thèmes dont les gens ont entendu parler. Ceux qui sont les plus nouveaux, le plus nouveau complètement, pour beaucoup d'entre eux, c'est les maladies liées à la reproduction, néosporose, PPD, tout ça, ils ne connaissent pas. Et c'est nous qui avions rajouté réflexion technico-économique. Si la notion leur parle, c'est un truc qui semble quand même pas très clair. Une réflexion technico-économique, on ne sait pas trop ce que c'est. Quand on explique un peu, ils disent évidemment c'est important. Voilà. La deuxième question, c'était quels sont dans ces 12 thèmes ceux qui vous intéressent le plus pour demain? Est-ce qu'il y en a qui vous intéressent pour demain? Si oui, lesquels? Et globalement, tout les intéresse. Tout est intéressant. Alors après, c'était quelles sont les priorités? Alors, bon, IPG et cornage, note d'état corporel, ça va, on sait. L'IPG, on ne revient pas parce qu'on en a besoin, c'est un vrai outil. Les cornages, génétiquement, de toute façon, on sait faire. Puis la note d'état corporel, c'est le métier de l'éleveur, c'est OK. Un veau par vache et par an, c'est un bel objectif, mais c'est pas facile.
La réforme des vaches improductives, bon, oui, c'est quelque chose de très important, évidemment, mais c'est pas. Voilà. Il y a encore des questions là-dessus. Le choix des taureaux, c'est le métier de l'éleveur. La lutte agronomique, ah ben il est parti, Thomas. La lutte agronomique, bah, c'est voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un peu pas tellement utilisé. Par contre, ce dont ils ont beaucoup besoin, ce qu'ils appellent de leur vœu, c'est ces deux thèmes qu'ils ne connaissaient pas. Et puis surtout, les grands gagnants, c'est tout ce qui est autour de la production de fourrage. L'implantation de prairies de façon très contrastée, certains disant ça ne m'intéresse pas du tout. De toute façon, il n'y a pas d'eau. Il ne pleut pas, donc c'est quand même pas la peine de dépenser des sous pour implanter des prairies. Il y en a même qui disaient ça fait 40 ans qu'on nous en parle. Non, c'est toujours non. Par contre, avoir le plus d'herbe possible, ça oui, ça nous intéresse. Enfin, l'herbe spontanée possible, ne pas la gâcher, faire beaucoup, on dit ça, avoir de plus en plus de runs, donc chlore, faire des rotations, optimiser. Et donc, ce qui était dit ce matin, c'est-à-dire à quel stade à quelle hauteur on peut rentrer, sortir les animaux, combien de temps on les laisse, ça va être des choses qui vont les intéresser énormément. Dernier point, et j'en aurais quasiment fini, de quelle façon ils aimeraient ou pas être appuyés et pourquoi faire. En fait, un petit nombre d'éleveurs ont dit qu'ils ont encore besoin de savoir où s'adresser, à qui demander quoi. Ils ne savent pas toujours. Tous ont dit qu'ils aimeraient avoir des infos pour y voir plus clair, avoir des conseils concrets, des choses pratiques, des références qui les aident, donc des connaissances en fait un petit peu, hein, et donner des connaissances, mais pas seulement. C'est aussi ce que je vous disais tout à l'heure, pouvoir peser le pour et le contre de certaines options, choisir un axe et ensuite s'y tenir sur son exploitation, mais je pars dans quelle direction, hein. Qu'est-ce qui est le plus adapté à mes ambitions, à mon contexte. Il y a des grands choix, ils sont à l'aube de faire des grands choix et ils ont besoin d'être épaulés pour les faire parce que c'est pas si simple. Et puis beaucoup d'entre eux disent on aimerait bien aussi bénéficier d'un suivi pour que après on puisse regarder ce qui est fait et avoir quelqu'un aussi pour en discuter. Quelqu'un ou des quelqu'un, parce que comment ils aimeraient être accompagnés. La plupart ont dit ce qu'on a vécu en 2017, les journées d'information et de formation, c'était super. Ça, on a adoré. La plupart y étaient allés, pas tous, mais une partie y était allée. Ils ont trouvé ça bien sur des cas concrets, sur des exploitations. C'était très bien. Ils aiment bien, certains d'entre eux également, lire la Calédonie agricole comme un bon média d'information. Le site internet de la Chambre a été cité en se disant s'il était plus à jour, ce serait pas mal. La newsletter de l'UPRA, c'est un très chouette vecteur pour apprendre plein de choses. On continue à avoir envie qu'on vienne nous voir pour travailler, pour faire des diagnostics, pour faire des bilans, pour faire des suivis, idéalement 1 ou 2 fois par an. Le leitmotiv, c'est on a besoin de présence sur le terrain. C'est vraiment ça qu'ils disent. Et en même temps, ce qu'ils nous ont dit, mais peut-être parce qu'on était dans des petits collectifs, ils nous ont dit mais ça, travailler à quelques-uns là, entre 5 et 10, ça nous plaît. Ils sont tous ressortis avec la patate de ces petites réunions en disant non, c'est chouette, on échange, c'est super. Donc envie de continuer à être sollicité dans ce type de dispositif avec des petits collectifs, des petits groupes qui se connaissent, de proximité pour pas avoir 3 kilomètres à faire, pour partager, pour mettre en œuvre et s'aider aussi. Et au final, il y a des gens qui nous disent mais nous on a découvert les petits collectifs grâce au réseau et en fait si on regarde nos voisins, eux, les Néo-Zélandais, les Australiens, eux ils sont plus collectifs que nous, ils se causent et c'est ce qui les fait progresser. Nous on a aussi besoin de se retrouver entre nous pour progresser. Alors ils ont des pubs, mais c'est bien d'avoir des moments, des lieux où on se retrouve. Et ce qui m'a aussi paru intéressant, donc, c'est qu'avec un groupe, on a discuté, c'est qu'en fait, eux, ils voient le séquençage. Ils disent, on pourrait faire, c'est intéressant d'avoir pour tout le monde des réunions d'information, de sensibilisation, par exemple, autour des bilans fourragers. On nous explique un peu ce que c'est qu'un bilan fourrager ou autre, comment ça marche. On le fait sur nos exploitations
avec du conseil individuel pour avoir nos résultats perso. Et on se retrouve en petits comités, en petits groupes, pour partager et pour s'épauler sur qu'est-ce qu'on fait. En gros, pour aussi s'aider à changer. Ils voyaient ça comme un process très dynamisant et drôlement intéressant. Synthèse, on peut parler que de ceux qui étaient présents. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que voilà, il y a du professionnalisme, que les gens se sentent confrontés à la fois à des défis sociétaux qu'ils subissent et à des défis techniques, le gros étant la raréfaction de l'eau et la nécessité de continuer à avoir de l'herbe malgré tout. Le premier, c'est peut-être un besoin de reconnaissance, le deuxième, plutôt un besoin d'accompagnement et technique. Il m'a semblé que certains d'entre eux avaient peut-être besoin d'être un peu confortés. Pour le défi de l'adaptation à l'alimentation et parfois à l'abreuvement du bétail, ils sont vraiment demandeurs d'appui technique. Pas simplement d'aide, ils n'ont pas simplement besoin d'argent, et même certains disent, mais à la limite, on n'a pas besoin d'aide. On n'a pas besoin d'aide financière. Nous, on est des gens responsables. On a besoin qu'on nous aide à trouver le cap qui est bon et qu'on ait les bons renseignements pour faire ce qu'il faut, mais on y va, on est prêt à le faire. Ils sont demandeurs de cette réflexion assez globale pour faire des choix éclairés, pour trouver ce qui leur va bien. Si en plus il y a de l'économique, effectivement, ils sont très preneurs. Et ce que je viens de dire à l'instant, de l'appui individuel, certes, mais du collectif, pour certains le découvrent, et l'articulation des deux leur paraît pertinente. Et c'est pas tout, aussi des attentes en termes d'organisation à l'échelle du territoire, en se disant, on a un territoire qui a des potentiels différents du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y a des endroits où on peut produire de l'herbe, d'autres où on ne peut pas en produire. Il y a certainement de la mutualisation entre les deux, sur des échelles plus ou moins grandes. En tous les cas,